Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent via la télévision à la maison ou par Internet, parce que c'est possible aussi de le faire par Internet. Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lanse-Saint-Jean, ce 5 novembre 2018. Alors, je vous demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 1er octobre 2018. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 5 novembre 2018. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. À 6.1, réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 6.2, plan de commandite 2018-2019, club de compétition Mont-Édouard. 6.3, 360e sur le patrimoine agricole. 6.4, syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 6.5, Mme Sabrina Dallaire, demande de stage. 6.6, demande d'installation de lumière de rue. 6.7, maison des jeunes du Bas-Saguenay. Ensuite, au point 7, l'administration. 7.1, nomination du maire suppléant. 7.2, Corporation Gestion Rivière-Saint-Jean-Saguenay Inc. 7.3, Centre communautaire La Petite École demande d'un air climatisé pour le local de la Rassembleuse. 7.4, information du rôle d'évaluation. 7.5, Club de motoneige du Fjord demande d'aide financière. 7.6, M. Marc Pelletier, offre d'achat terrain numéro 7, lot 58-1-5-3, rang 1, canton Saint-Jean, développement du Mont-Édouard. 7.7, Congrès FQM 2019, élu mandaté. 7.8, avis de renouvellement d'imposition de réserve foncière pour une partie d'un immeuble appartenant à M. Sylvain Boudreau et Mme Anne Boudreau concernant une partie de leur terrain situé sur les lots 7A, 7B, 8A, 8B et 9B, canton Saint-Jean, circonscription foncière de Chicoutimi. 7.9, avis de renouvellement d'imposition d'une réserve concernant l'immeuble appartenant à M. Maurice Houd et Mme Marina Lavoie concernant les lots 7A, 8A et 9A, canton Saint-Jean, circonscription foncière de Chicoutimi. Au point 8, travaux publics. 8.1, nomination de M. Jérôme Durocher au poste de directeur des travaux publics et inspecteur municipal. 8.2, installation de compteur d'eau. 8.3, Achini Inc., avis juridique. 8.4, démission de Mme Nancy Lachance, recommandation du CCU. Au point 8.5, demande d'installation d'un toit de tôle concernant la construction d'un chalet sur le terrain numéro 24-10-48, développement du Mont-Édouard. Au point 9, urbanisme. 9.1, 93, 73, 91, 59, Québec Inc., M. Patrice Lavoie. 9.2, demande de permis de construction, habitation, point concept, terrain numéro 42, développement du Mont-Édouard. 9.3, demande de dérogation mineure DM 2018-06, Mme Isabelle Boutillier, Coulpox, secteur Boisé-Saint-Jean. Au point 10, sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, démarche de consultation et de concertation avec les acteurs locaux sur le développement touristique. 11.2, appel de projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2019. 11.3, autorisation et permission d'installation des panneaux culturaux patrimoine périmètre de l'Anse-Saint-Jean. 11.4, grand défi Pierre-Lavoie. 12, Varia. 12.1, on n'en a aucun. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Point 15, fermeture de la séance. Alors, une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé de M. Richard Perron. Au point 3, c'est la lecture et l'adoption du procès-verbal du 1er octobre 2018. Alors, on adopterait ce procès-verbal avec dispense de lecture. M. Richard Perron, appuyé de M. Victor Boudreau. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. En fait, pour les paiements directs du 5 novembre 2018, Monsieur le directeur général. Oui, donc au niveau des paiements de compte, on a un montant total de 70 545,11 qui est composé de ce qui suit. Donc, Valmont électrique, 872,32, la réparation de 3 luminaires rue Génolac.
Javel Bois-Franc 158,27 du chlore. Solugaz Inc. 209,26 propane de la caserne de pompiers. Arsenal Web Agence numérique 739,29 renouvellement de l'hébergement du site Internet 2019. Environnement Sanivac Inc. 417,71 nettoyer le ponceau Saint-Homonard. BGM Informatique Inc. 102,15 support technique boîte de courriel. Madame Chloé Bonnette 304,20 des frais de déplacement. Madame Germaine Boudreau 135 frais de déplacement. Fonds d'information sur le territoire 92 avis de mutation. CDE Petit Saguenay 155 publicité trait d'union une demi-page. Réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean 69 et 69. Rouleau de plastique et sacs réutilisables. Groupe Environex 439 et 5 prélèvements pour l'analyse d'eau et eau usée. Amiro 90 et 8 diverses fournitures café, crème, verre. Éric Côté-Sable et Gravier, 16 576,99. Les conteneurs de septembre, les travaux de la station de pompage, les travaux sur la rue Saint-Thomas et du transport de conteneurs. Les éditions juridiques FD 65 et 54, renouvellement mise à jour. Bureautique FTI 456 et 47, photocopie du 15 août au 17 octobre 2018. Nordastello 1821 et 20, travaux chemin du quai avec le programme RIRL. Groupe Archambault Inc. 180 et 23, l'achat de livres. Groupe Ultima 777, assurance pour le skatepark, l'école Fréchette. Horizon Graphique 2012 et 7, affichage, bureau d'information touristique et réunion du conseil 1er octobre 2018. Julie Simard, service conseil 3736 et 69, les services professionnels pour de l'urbanisme. Gestion Pharma de Lance 20 et 55, achat de produits ménagers. Bernard Larouche 288 et 10, frais de déplacement. Lauréat Gagné Inc. 4226 et 78, l'entrée de l'aqueduc 144 rue Saint-Jean-Baptiste et rétrocaveuse pour les conteneurs. Le quotidien Progrès Dimanche 2057 et 31 de la publicité. Godreau Saucier Simard 672 et 61, services professionnels mois d'octobre et novembre. Les produits sanitaires Lépine 235 et 70, les produits ménagers. MRC du Fjord du Saguenay 9737 et 26, la cote-part téléphonie, cote-part déchets et recyclage du mois de septembre. Produits BCM limité 1675 et 73, produits de l'aqueduc et d'égout. Centre de rénovation 1427 et 69, achats divers pour le quai et l'entretien général. Groupe Sanhydro 11 719 et 53, nettoyage du réseau sanitaire. Service de sauveteur QN Inc. 59 et 79, l'affiche pour piscine. Signis Inc. 3818 et 32, panneaux pour affichage touristique. SNC Lavalin 2806 et 24, service professionnel assainissement des eaux usées. SPI Santé Sécurité Inc. 103 et 48, détecteur de gaz. Transport Bouchard 90, 94, 61, 12, 123 et 26, transport de marchandises. Yves Hood, excavation terrassement 2092 et 55 de la niveleuse qui totalise 70 545 et 11. Donc ça c'est pour les comptes. Et ensuite, pour ce qui est des paiements directs, dans le fond, on a Petro-Canada Superpass. Donc on a des produits pétroliers pour les camions 807 et 36. Et ensuite, on a les pétroles RL là, relativement à l'essence du quai. Mois de septembre et octobre pour un montant de 8 319 et 76 qui totalise 9 127 et 12. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes, M. Anissette? J'en fais la proposition. Toutefois, j'avais une question. Jean-François Wood, M. Jonathan, vous l'avez passé. Il n'est plus à notre emploi. Excusez-moi. 75 Jean-François Wood. Ah oui, ben c'est simplement parce qu'on lui a offert un cadeau de départ lorsqu'il est parti. Donc, on lui a offert un montant de 75 là, pour son emploi là, au niveau de la municipalité. Donc, ça répondrait bien. J'en fais la proposition. Proposé par M. Gagné, appuyé par L'appuyé. M. Yvan Côté. Un renouvellement de la petite caisse, est-ce qu'il y a des choses? Oui. Oui, dans le fond, sur la petite caisse bureau de poste, on a des pièces justificatives là, pour 152 et 90, qui est majoritairement des frais de poste. Alors, quelqu'un propose... Propose. Par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard. Oui. Ça va, M. Richard Perron? Au point 6, donc, la correspondance 6.1, réseau biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, pour faire partie du réseau biblio, on a une cotisation annuelle à payer. La cotisation est de 3,80 par habitant, ce qui fait une facture, en fait, de 4 651 et 20, plus taxes. Donc, je demanderai une proposition pour accepter la cotisation annuelle du réseau bibliothèque. Mme Chloé Bonnette, proposée. J'appuie. Bonnette, appuyée par M. Anissette Gagné.
6.2, plan de commandite, club de compétition du Mont-Édouard. Nous avons eu une demande du club de compétition du Mont-Édouard pour une commandite. Alors, ils nous ont fourni aussi un plan de commandite. L'an passé, on avait donné un montant de 500 $. Alors, pour 500 $, on a en fait une commandite or avec un certain nombre d'avantages. Donc, on affiche le logo, etc. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est important de mentionner, c'est que le club de compétition Mont-Édouard a quand même plus de 60 jeunes qui sont inscrits. C'est quand même un club qui est très actif avec des gens qui font un bon travail. Alors, moi, je me suggère de donner le même montant qu'on a donné l'an passé, c'est-à-dire 500 $. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. On devient donc partenaire or. Oui, Puis il y a 2 billets qui viennent avec? Oui. Non. Oui, d'après ce que j'ai compris. Non, il y a Non, un deux billets, montant ça serait de... 1525. Non, c'est un affichage seulement. Ah, OK, l'affichage. OK. C'est ça, c'est Merci, l'affichage ça, seulement. ça répond bien. c'est bon. Alors, au point 6.3, 360 degrés, pardon, sur le patrimoine agricole, M. Jonathan. Oui, donc, dans le fond, c'est une conférence là, qui va avoir lieu à Sainte-Rose-du-Nord et on vient parler, là, c'est diverses conférences qui touchent le milieu agricole. Donc, on voulait proposer, là, notre directeur du développement, là, M. Bernard Larouche, qui a quand même un certain amour là, du milieu agricole, de pouvoir y participer. Alors, est-ce que quelqu'un propose? M. Richard Perron. Pardon, Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 6.4, syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Lévien. Oui, donc, dans le fond, c'est au niveau des syndicats des producteurs de bois. Donc, ils veulent traiter de divers dossiers, là, la nomination des responsables à la paroisse, situation des marchés, l'épidémie de la tordeuse, les perspectives de marché en 2019. Et ils vont se déplacer à l'édifice municipal le mardi, le 6 novembre à 19h. Et on voulait proposer là, M. Victor Boudreau et Éric Thibault là, pour participer à la rencontre. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Toute la population, tout le monde sont invités, les gens qui sont touchés ou encore qui sont intéressés à participer à cette conférence. M. Yvan, vous voulez y participer aussi? Ben alors, c'est plus que ça. Excellent. Tout le monde est invité. Oui. En fait, ça va avoir lieu ici à l'édifice municipal, dans la salle ici du conseil. 6.5, Mme Sabrina Dallaire, demande de stage, M. Lévien. Oui, donc on a eu une lettre là, de Mme Dallaire là, qui est en train de faire des stages là, relativement à je crois que c'est un DEP, là, une formation à distance. Donc, nous, on recommanderait là, d'étudier la possibilité de lui permettre de faire un stage, notamment en début d'année, vu que c'est la fin d'année financière qu'on est en train de préparer. Donc, ça nous donnerait peut-être un petit coup de main là, à cet égard-là. Puis, je pense que ça lui fera une belle formation au niveau de son stage. Excellent. Oui. M. Yvan nous a fait la proposition, appuyée par M. Richard Perron. 6.6, demande d'installation de lumière de rue. On a eu une demande pour une lumière de rue entre les numéros 238 et 253 sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais en profiter peut-être pour mentionner que oui, on reçoit la demande, on la transfère en fait à la direction des travaux publics. Habituellement, le directeur nous fait des recommandations en début d'année et on l'inclut au budget annuel. Donc, on va transférer la demande tout simplement au directeur des travaux publics. Il n'y a pas de résolution comme telle à adopter, tout simplement pour dire que ça va être traité, la demande va être traitée. Ça vous va? Oui. 6.7, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, M. Lévien. Oui, donc ça, c'est simplement un dépôt de documents. Donc, c'est la Maison des jeunes du Bas-Saguenay là, qui nous informe qu'ils ne nous demandent pas d'aide financière pour l'année 2019. Ils sont à mettre en place là, une nouvelle structure partenariale et ils nous informent aussi qu'ils vont nous faire parvenir un questionnaire afin de leur permettre d'implanter une structure partenariale école, famille, communauté au bénéfice de la réussite éducative des jeunes du Bas-Saguenay. Okay. Donc, c'est simplement de C'est un dépôt tout simplement aussi d'une correspondance.
Au point 7, on serait rendu au point 7 à l'administration. 7.1, nomination du maire suppléant. Alors, actuellement, c'est M. Richard Perron qui est maire suppléant. Et pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Alors, ça serait, normalement, c'est à tour de rôle, ce serait M. Éric Thibault. Alors, je demandais une proposition. Je le propose. M. Thibault, alors proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Je vous remercie, M. Perron, de sa contribution. Je pense que vous avez eu à agir quelques fois parce que j'étais absent. Belle expérience. Belle expérience. Oui. Merci beaucoup. 7.2, la Corporation de la rivière Saint-Jean. Alors, la Corporation de la rivière Saint-Jean, c'est tout simplement une demande pour le budget 2019. En fait, on nous demande une contribution de 10 000 $. Alors, je veux tout simplement mentionner que là aussi, évidemment, cette demande-là va être traitée lors de la préparation du budget de 2019. La préparation du budget se fait, est commencée, ou du moins est amorcée. Alors, le conseil municipal va tenir une rencontre d'une journée, justement, avec le directeur général pour établir le budget 2019. Donc, on va recevoir ce document-là comme un dépôt ou comme une demande, tout simplement, qui sera aussi évalué dans le cadre du budget 2019. Ça vous va? Oui. Oui. C'est bon? 7.3, Centre communautaire La Petite École demande d'un air climatisé pour le local de la Rassembleuse. Alors, je dirais la même chose, là, étant donné qu'on est en préparation du budget. C'est une demande qui va être analysée dans le cadre du budget pour la partie des immobilisations. Alors, je comprends, M. Gagné, que vous êtes le président de la petite école. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça me va très bien, en espérant que ce soit pris en considération Ça va? lors de l'analyse du budget, mais j'en ferai partie, donc on aura l'occasion d'en Voilà. discuter. Merci. On poussera ce qu'il faut. C'est beau. On serait rendu au point 7.4. Information sur le rôle d'évaluation. Alors, on sait que pour l'année 2019, 2020, 2021, il y a un nouveau rôle d'évaluation qui a été confectionné, qui a été préparé. On a ici ce soir deux personnes qui vont nous en faire une présentation, du moins nous dire un peu le résultat, mais sans nous donner toutes les évaluations de tous les résidents, mais au moins nous dire un peu comment ça s'est préparé et c'est quoi que ça donne pour l'année 2019, 2020, 2021. Nous avons ici ce soir M. Yvon Lavoie, c'est Yvan Lavoie, pardon, de la MRC et Mme Chani Gervais. C'est bien ça? Merci. Alors, vous allez avoir une projection qui va être ici en arrière. Je ne sais pas si on vous capte beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. D'abord, mes fonctions à la MRC du Fjord, je suis directeur du service d'évaluation. Madame Chani Gervais est évaluatrice agréée. Donc, Madame Gervais a travaillé à la confection de ce rôle d'évaluation-là qui va prendre effet le 1er janvier 2019. Tout d'abord, le rôle d'évaluation imposable de l'Anse-Saint-Jean pour le prochain rôle a varié de seulement que 2,63 %. C'est positif, c'est quand même une excellente nouvelle. Et le rôle d'évaluation a été fait, on dit que c'est un rôle de valeur marchande, donc le rôle est fait à partir des transactions immobilières. La date d'évaluation a été déterminée le 1er juillet 2017. C'est en fait le ministère des Affaires municipales détermine que la date de marché doit être 18 mois antérieure à la date de prise d'effet du rôle. Donc, 1er juillet 2017, toutes les ventes qu'on a pu voir sur la période du 1er janvier 2015 au 31 2017, toutes les ventes sont ajustées en fonction du 1er juillet 2017 et les évaluations sont toutes faites à partir de cette date-là. Ici, on a un tableau qui montre l'évolution du nombre de ventes analysées. Pour le rôle 2013, 13, 14, 15, je devrais dire,
on avait 1541 unités d'évaluation. Et pour ça, 243 transactions avaient été notées. De ce nombre, 162 utilisées et 81 avaient été rejetées. Pourquoi on rejette des transactions? C'est que vous avez des ventes suite à une succession, des divorces, des ventes indivises, des achats de parties de terrain. Ces ventes-là, malheureusement, ne peuvent pas faire partie des ventes qu'on analyse. On cherche la valeur la plus probable en fonction des ventes qui sont faites de gré à gré, c'est-à-dire des gens qui sont libres de vendre et des gens libres d'acheter. Ça, on appelle ça un marché libre. En 2016, le nombre d'unités d'évaluation a augmenté à 1632. On avait 261 transactions. On en conserve 166, on en rejette 95 pour les mêmes motifs. Et finalement, le rôle qu'on a déposé pour le 1er janvier 2019, on a 1675 unités d'évaluation, 220 transactions, le marché étant moins actif depuis quelques années. On a constaté une diminution du nombre de ventes. Malgré que, même si on dit moins actif, ça ne veut pas dire que le marché, que ça se vend moins cher. Oui, il y a des ventes moins chères, mais de façon générale, on l'a vu par l'augmentation du rôle, on est à 2,63 d'augmentation. Donc, dans l'ensemble, les transactions continuent d'augmenter. On avait ainsi conservé 153 ventes et rejeté 67. Au niveau de l'évolution du niveau médian, qu'est-ce que c'est le niveau médian? C'est un calcul statistique qui nous permet d'aligner les évaluations en comparaison des prix de vente. Donc, un chiffre facile, une maison s'est vendue 100 000, on l'évalue à 100 000, on va avoir 100 de niveau médian. Si toutes les ventes étaient comme ça, on aurait 100 Mais pour diverses raisons, qualité de vendeur, qualité d'acheteur, les différents types de propriétés, le marché peut varier un peu et on détermine le ratio central de l'ensemble des ventes. En 2012, avant qu'on refasse le rôle, on avait une médiane à 90 on refait le rôle à 100 On peut voir 2014-2015, on baisse 91 84 ce qui veut dire que le marché était en croissance. Donc, on avait un 16 de rattrapage là, pour arriver au marché à 100 On refait le rôle 2016 à 100 et on peut voir une dégradation graduelle, là, 98, 96. Et si on n'avait pas refait le rôle d'évaluation, on aurait déposé un rôle d'évaluation avec une médiane à 93 Comme on voit plus loin, écart-type, c'est un indice qui détermine l'écart qu'il peut y avoir entre les transactions, un niveau de dispersion, si on veut. Et si on ne l'avait pas refait, donc il était à 22 on refait le rôle d'évaluation, on est à 100 on diminue l'écart à 7 donc ce qui est excellent comme indicateur. Ça va? Excusez, quand vous dites que c'est excellent comme indicateur, moi, c'est que lorsque le rôle d'évaluation, plus le rôle d'évaluation vieillit, plus il y a d'écart entre différents secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui vont progresser plus rapidement que d'autres, ou il y a des secteurs qui peuvent se dégrader. Et quand on compare l'ensemble des transactions, oui, on arrive à un résultat quand même qui n'est pas si mal de 93 sauf que entre les secteurs, on va avoir une disparité qui fait qu'on doit refaire le rôle d'évaluation pour réduire la disparité, pour avoir, disons, l'étalement du fardeau fiscal le plus équitable possible. Pour la section suivante, je vais laisser Chanie Gervais vous en faire part. Bonsoir tout le monde.
Alors, le prochain tableau, c'est la variation des valeurs imposables. On avait, au dépôt du rôle 2016, 17, 18, une valeur imposable qui totalisait 149 millions de dollars. Durant les 3 années qui ont passé, ça arrive fréquemment qu'il y ait des permis de construction qui sont émis, des choses comme ça. Donc, la variation de ces permis-là au cours des 3 années qui s'en sont suivies représente une augmentation de 10 500 000 $, ce qui fait que si on compare le parc immobilier en date du dépôt de rôle versus ce qui s'est passé au cours des 3 années qui ont suivi, c'est une augmentation de 7 % de la valeur. Seulement par l'effet de rénovation, ces choses-là comme ça, sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean. Ou de nouvelles constructions. Des nouvelles constructions, ces choses-là comme ça. Par la suite, en redéposant le rôle 2019, 2020, 2021, on a une augmentation, une variation totale de valeur de 4 200 000, ce qui représente 2,63 %. Donc, au cours des 3 dernières années, il y a eu plus d'augmentation de valeur grâce aux nouvelles constructions et aux rénovations que suite au dépôt de rôle avec le marché immobilier. Dans le dépôt du rôle, c'est une projection qui est faite? C'est une valeur qui est maintenue pendant 3 ans. Okay. Si une personne ne fait aucune modification sur sa maison, la valeur va rester identique pour les 3 prochaines années jusqu'au prochain rôle d'évaluation. Le petit tableau suivant, c'est une indication des variations de valeur par catégorie d'immeubles. Ce qu'on entend par là, une catégorie d'immeubles, c'est par exemple toutes les résidences principales, c'est une catégorie. Les résidences secondaires qu'on dit de villégiature, les industries, le transport, c'est toutes des façons qu'on a de codifier des propriétés au rôle d'évaluation, puis qui nous indique un peu comment les valeurs varient. Et aussi, c'est utilisé pour la répartition du fardeau fiscal. Des fois, on a des taxations particulières pour des commerces ou des industries, donc c'est là qu'on peut le voir. On constate que pour près de 1000 unités d'évaluation, dans le fond, les 2 premières catégories, résidentielles et villégiature, il y a des tout petites augmentations. Ça reflète bien l'augmentation globale du rôle, vu que c'est la majorité des propriétés sur le terrain, quand ça augmente de 2,3 et 2,6 %, quand un rôle augmente au complet de 2,6 %, ça suit cette tangente-là. Autre résidentiel, c'est les abris sommaires ou les terrains avec seulement une dépendance dessus, un garage ou une remise. L'augmentation est plus élevée. Simplement parce que la proportion de la richesse foncière par rapport au rôle d'évaluation est plus élevée. Donc, même si ça augmente beaucoup, l'impact au bout du compte n'est pas très, très élevé. Les industries, il y en a seulement 3. Augmentation de 13 %. Transport, communication et services, une diminution de 0,1 %. Les commerces, une augmentation de 4,7 %. Les établissements d'hébergement, c'est les gîtes touristiques puis les résidences de tourisme, une diminution de valeur de 3,7 %. Tout ce qui est culturel, récréatif et loisirs, une augmentation de 4,3 %. Le secteur de l'agriculture est une augmentation de 5,7 % et les terrains vacants et forêts, donc tous les petits terrains et les grands les lots, une augmentation de 12,7 %. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ces... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi que les terrains vacants et les forêts augmentent de 12,7 % et les industries, il y en a 3, ça augmente de 13 %? Quelle est la base de l'argumentaire pour que ça augmente de C'est toujours, comme M. Yvan Lavoie l'a dit, c'est toujours les transactions immobilières. Ah, c'est les transactions. Oui. Pour les terrains vacants et les forêts, ce matin, j'ai pris les transactions qui ont eu lieu. Si je prenais seulement les transactions avec leur valeur au rôle, on a parlé du niveau médian tout à l'heure. Donc, l'idéal, c'est que ça se rapproche de 100 %. Présentement, juste les ventes de l'eau à bois sont à 76 %.
Donc, théoriquement, selon les ventes de l'eau que j'ai sur le territoire, il aurait été possible d'augmenter encore plus les valeurs, de faire une plus grosse augmentation. Donc, parfois, il y a des transactions qui se font à des prix un petit peu trop élevés ou des fois, on vient se demander pourquoi que la personne a payé aussi cher. Il y a du développement ou des choses comme ça. Donc, on reste sous nos gants pour pas appliquer un élément particulier à l'ensemble du territoire. Mais grosso modo, les ventes de l'eau à bois sont encore à 76 %. Donc, il y a une possibilité, ça l'augmente toujours. On est beaucoup en rattrapage dans à peu près tout le Bas-Saguenay sur les lots à bois. Il y a un rattrapage qu'on... En fait, la demande est forte. C'est-à-dire que oui, les gens sont prêts à payer oui, cher pour avoir l'eau. Oui, c'est ça, par rapport à l'évaluation. Ce qu'il faut penser aussi, là, c'est que les chiffres que vous voyez là, 12,7 %, ça ne veut pas dire que toutes les propriétés qui sont dans cette catégorie-là ont augmenté de 12,7 %. C'est la sommation de toutes les évaluations 2016 et 2019, en moyenne, c'est 12,7 %. On peut avoir un qui peut avoir baissé dans cette catégorie-là, l'autre qui peut avoir augmenté de 30-40 %. Donc, c'est la moyenne. La sommation. Ça veut dire que la vente des lots, qui s'est vendue, mettons qu'un lot s'est vendu plus cher que je vois sur ce chiffre-là. C'est ça, c'est ça qui est Ce que les gens payent, ça a un effet direct là-dessus. Sur le rôle d'évaluation. Ah oui. Moi, je dis souvent, nous, on fait des rôles d'évaluation, mais en fait, notre rôle, c'est observateur. On observe qu'est-ce que le marché fait et le rôle d'évaluation, on est obligé de le faire selon la loi sur la fiscalité municipale qui nous oblige à le faire en fonction de la valeur marchande. La proportion médiane doit être entre 95 et 105 %. Donc, on ne peut pas volontairement mettre des évaluations basses pour pas que ça augmente trop. On est obligé d'y aller selon les braquettes et c'est les ventes qui déterminent l'évaluation. OK. Ça va? Oui. Oui. J'ai une question. Moi. Le tableau qu'on a reçu est différent. C'est parce qu'il y a eu un ajustement. On appelle ça une coquille. OK. Je suis bien sûr, puis j'en regarde pas. Oui, on va vous en fournir d'autres qui ont été révisés. C'est une ancienne. Désolé. Ça change souvent. Merci. Tout à l'heure, on a parlé du fardeau fiscal. Donc, ce graphique-ci démontre le déplacement du fardeau fiscal. Donc, c'est par rapport au rôle 2016, 2017, 2018. La charge fiscale, elle bouge de quelle façon? Par exemple, pour les deux premières colonnes, c'est la catégorie résidentielle, donc des résidences principales. Au rôle 2016, 2017, 2018, la charge fiscale de cette catégorie d'immeubles-là était de 49,6 %. Et avec le nouveau rôle d'évaluation 2019, 2020, 2021, la charge fiscale a légèrement diminué à 49,5 %. Pour ce qui est des résidences secondaires, elle est encore identique, 31,0 %. La catégorie d'immeubles où que la charge fiscale a diminué le plus, les plus gros écarts sont dans les établissements d'hébergement, qui étaient à 6,6 pour diminuer à 6,2. Et au contraire, il y a une augmentation de la charge fiscale pour ce qui est des terrains vacants et des lots, qui était à 4,4 au rôle précédent, qui est maintenant à 4,8. C'est un graphique qui permet un petit peu de mettre en évidence qu'est-ce que ça cause, le nouveau rôle d'évaluation dans la municipalité. Ça nous permet de voir s'il y a un déplacement. Des fois, on est dans des rôles qui varient beaucoup et on peut avoir une catégorie d'immeubles, par exemple, qui va avoir eu un marché très, très actif et qui fait que les valeurs ont explosé. À ce moment-là, on peut voir un déplacement fiscal dans cette catégorie-là. Donc, on peut s'attendre que cette catégorie-là, particulièrement, pourrait payer beaucoup plus de taxes qu'elle en payait antérieurement
qu'ici, la progression est quand même assez uniforme d'une catégorie à l'autre. Oui. Ce tableau-ci, c'est un petit peu comme le premier qu'on a vu avec les catégories d'immeubles, mais celui-ci, c'est par secteur de la municipalité. Donc, c'est peut-être des chiffres qui vont un petit peu plus... on parle vraiment par différents emplacements, par secteur, par grandes zones dans la municipalité. Pour le premier secteur, c'est les rues du Portage, des Coteaux, Gagné, du Coin et en bordure de la route 170. Ça représente 220 unités d'évaluation pour une valeur qui a diminué entre les deux rôles de moins 0,3 %. Pour ce qui est du second secteur, c'est les rues Saint-Jean-Baptiste, du Verger, Saint-Thomas-Nord et le secteur du Faubourg. C'est 204 unités d'évaluation pour une augmentation de la valeur de 8,1 %. Dans ces secteurs-là, tout ce qui est en bordure de la rivière a une augmentation un peu plus démarquée que les autres. Les transactions démontraient que les gens avaient une certaine attirance vers ces secteurs-là, du pourquoi ce tronçon-là particulièrement a augmenté un peu plus. Et on continue d'aller vers la rivière Saguenay, donc par la rue Saint-Jean-Baptiste, de la Caille, de l'Hermine et de la Providence. 126 unités d'évaluation pour une diminution de valeur de moins 1,2 %. Tous les secteurs de villégiature, c'est vraiment, on parle des lacs, des emplacements en bordure de rivières. C'est vraiment ça qu'on parle dans ces secteurs-là. 289 unités d'évaluation pour une augmentation de 7,4 %. Encore une fois, les plans d'eau représentent un très grand attrait. C'est très en demande, donc les acheteurs sont prêts à payer un peu plus cher que ce qui est écrit au rôle d'évaluation pour acquérir une propriété comme celle-là. La station de ski du Mont-Édouard, ça n'inclut pas le Mont-Édouard en tant que tel parce que c'est la municipalité qui est propriétaire, donc c'est une valeur non imposable. Elle n'est pas là-dedans. Il y a 6 unités d'évaluation pour une diminution de valeur de moins 1,1 %. Ça, c'est particulièrement la montagne Lorgodreau. Tout ce qui est le site hors piste. Là. Donc, c'est particulièrement ça qui est là-dedans. C'est évalué, OK. Oui, parce que je ne comprenais pas le 6. J'ai fait la même remarque ce matin. Je regardais ça, je dis, tabarouette, ça se peut pas que la station de ski soit évaluée si peu. Mais ça fait 2 fois en plus que je me fais prendre les doigts avec ça parce que c'est non imposable. Donc, on a seulement que la partie des immeubles imposables. Ensuite, le camping 4 chemins, une augmentation de 1,3 %. Tout ce qui est la zone agroforestière, c'est encore une fois beaucoup ce qui est sur des grands lots. C'est qu'il y ait des résidences ou qu'ils soient vacants. C'est le même principe que tout à l'heure, donc une augmentation de 10,7 %. Ça augmente un peu moins que seulement les terrains vacants, mais ça augmente quand même beaucoup. Les emplacements ruraux, c'est tout ce qui ne se trouve pas dans le village en montant vers la rivière Saguenay. C'est vraiment des emplacements, des rues ici et là. 97 unités d'évaluation pour une diminution de valeur de moins 3,9 %. Et ensuite, tout ce qui est de la villégiature autour du Mont-Édouard, que ce soit les résidences principales ou les résidences secondaires, 384 unités d'évaluation pour une diminution de moins 0,5 %. Une chose que je voudrais vous dire, c'est que la municipalité, nous, dans notre jargon, on appelle ça des unités de voisinage. C'est que la municipalité est divisée en quelques unités de voisinage. C'est des secteurs homogènes qui vont regrouper des propriétés d'un même type, qui ont généralement les mêmes services, construits à peu près dans
même période, qui ont des valeurs économiques similaires. Ça évite de comparer, par exemple, des secteurs comme rue de la Providence et secteur du Mont-Édouard, qui sont deux marchés qui sont complètement différents, qui ne peuvent pas se comparer. Donc, la première chose qu'on fait dans notre travail, c'est l'établissement des unités de voisinage. On le maintient depuis la confection des rôles qu'on disait à ce moment-là scientifique, là, qui est en 1983. Et on a fait évoluer depuis ce temps-là avec les nouveaux quartiers qui se sont ajoutés. Donc, les secteurs que vous voyez là regroupent des secteurs qui sont homogènes. Ce graphique-là, c'est dans le même ordre d'idée que le précédent. Donc, c'est la répartition et le déplacement du fardeau fiscal, mais cette fois-ci représenté selon les différents secteurs de la municipalité. Si on prend le village, par exemple, donc c'est les premières rues que j'ai nommées, une légère diminution du fardeau fiscal. La rue Saint-Jean-Baptiste, une augmentation, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tantôt, en bordure de la rivière, et rendu vraiment vers les rues de la Providence et compagnie, une légère diminution du fardeau fiscal. Évidemment, ça suit beaucoup les pourcentages, les variations aussi. Une diminution de la valeur, le fardeau fiscal tend à diminuer. Si une augmentation, le fardeau fiscal tend à augmenter aussi. J'étais rendue station du ski, c'est identique, le camping aussi. La zone agroforestière, bien, une légère augmentation comme sa valeur. Les emplacements ruraux, une légère diminution. Et le Mont-Édouard, une bonne diminution de 28,4 à 27,5 % du fardeau fiscal. Ce tableau-ci, ça représente la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale. Donc, on parle vraiment d'une maison où il y a seulement un logement et que seulement une famille y réside. Tout ce qui est urbain, c'est vraiment tout ce qui est dans le centre du village, la rue Saint-Jean-Baptiste, en montant jusqu'à la rue de l'Hermine, la Providence. Donc, 291 unités d'évaluation. Une augmentation de 3,1 % de la valeur. Donc, en 2016, 17-18, la valeur d'une résidence unifamiliale était de 145 500 et en 2019, est à 150 000. Tout ce qui est villégiature, donc des gens qui résident là à l'année, mais dans des secteurs plus de villégiature comme des lacs, des cours d'eau, des choses comme ça. Une augmentation de 4,2 %. Et tout ce qui est rural, donc c'est le reste, dans le fond, de ce que je n'ai pas nommé précédemment, 98 unités d'évaluation, avec une diminution de 1 % de valeur. Dans le second tableau, encore une fois, c'est la valeur moyenne des résidences unimodulaires et secondaires. Unimodulaire, c'est une maison mobile sans fondation, donc il n'y a pas de solage ou de sous-sol. Donc, c'est resté plutôt stagnant, là, 68 400, 68 200, une diminution de 0,3 %. Et tous les résidences secondaires, peu importe où elles se situent dans la municipalité, 417 unités d'évaluation, avec une légère augmentation de 117 000 à 119 800, ce qui représente 2,4 %. Ce dernier graphique-là, ça représente le pourcentage des dossiers selon sa variation entre les deux rôles. Par exemple, pour la première colonne, c'est 28,7 % des unités d'évaluation dans le rôle diminuent de valeur entre les deux rôles. Dans la seconde colonne, c'est 31 % des unités d'évaluation qui
qui soit n'augmente pas ou augmente jusqu'à 5 %. Donc, ça donne un graphique qui indique dans quelle proportion les unités d'évaluation changent de valeur. Puis la dernière colonne, mais c'est eux qui augmentent de plus de 40 %. Il y a seulement 6,5 % des unités d'évaluation. Ça représente 100 unités, qui fait moins de 2 % de la richesse foncière. Donc, si on prend la valeur de ces 100 unités-là, qu'on la divise par la richesse foncière imposable de toute la municipalité, ça représente moins de 2 %. Donc, c'est des proportions qui sont probablement des petits terrains ou des petites remises comme ça qui augmentent beaucoup, mais ça représente peu de valeur au bout du compte. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Non. C'est ce qui complète ce document-là. Et des fois, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux. On a fait un plan qui représente les variations de valeur par grand secteur. En bleu, c'est une diminution de une diminution de valeur. En vert, c'est de 0 à 5. En jaune, de 10 à 15. C'est de mémoire, là, parce que je ne les vois pas sur le plan. Mais c'est une représentation en image de comment ça varie. Plus c'est vers le rouge, plus ça augmente. Quand c'est bleu, ça diminue. Donc, ça représente les grandes zones avec leur variation de valeur. On a une copie papier qu'on pourra vous laisser. Est-il accessible sur le site, ça? Ça, je ne sais pas si le conseil... Moi, c'est pas accessible. Mais juste, si je regarde le rouge près du fjord, ça veut dire que ce secteur-là, c'est là où il y a une forte augmentation. Il y a des fortes augmentations. Il y a beaucoup de terrains de l'eau. Puis si on agrandissait, on se rapprochait, on verrait que c'est beaucoup aussi en bordure de la rivière. En vert, on le voit, là, c'est quand même aussi une partie des lots qui sont zonés agricoles. Donc, l'augmentation de valeur est peut-être un peu moins prononcée que des lots que c'est possible de se construire et de faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, c'est une image vaut 1000 mots. Puis, ce plan-là représente vraiment ça. On est capable de mieux situer dans la municipalité. Les variations prononcées sont où versus les diminutions de valeur. Voilà. Ça complète votre présentation? J'aurais peut-être un petit complément d'information. C'est quelque chose, si vous le souhaitez, que vous pouvez publier dans votre petit journal ou peu importe de la façon que vous le souhaitez. Là. Et c'est pour indiquer que le rôle d'évaluation... je vous demanderais peut-être d'aller parler au micro parce que... Ouais, Là, les gens vont me comprendre mieux à la maison. D'accord. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un feuillet d'information qui donne quelques indications aux propriétaires, à la municipalité également. On indique, tel que l'ordonne la loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle d'évaluation foncière a été confectionné. Donc, le rôle d'évaluation foncière est fait en conformité de la loi. C'est une obligation qu'on a. On ne peut pas y échapper. On pourrait, si les données sont très bonnes, à la fin des 3 ans, on peut sauter 3 ans, mais il va falloir le refaire. Et c'est la loi sur la fiscalité municipale qui dicte tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, tous les résultats du rôle d'évaluation, des ventes de propriétés, des proportions médianes, tout ça est envoyé au ministère des Affaires municipales à chaque année. Donc, le rôle a été confectionné pour les années 2019, 20, 21.
On dit que les évaluations n'avaient pas été modifiées depuis 3 ans, sauf dans le cas de rénovation, on en a parlé tout à l'heure. Les transactions de janvier 2015 à décembre 2017 ont servi de base pour établir les nouvelles transactions. Pourquoi on n'a pas pris celles de 2018? Lorsqu'on commence l'analyse du rôle, on est en janvier 2018. Donc, on ne peut pas utiliser du marché qui n'existe pas. Le ministère a statué que c'est au 31 décembre que se termine la période de marché. Ensuite, variation des valeurs. En examinant votre nouvelle évaluation, vous remarquerez qu'il existe une variation entre la valeur antérieure de votre propriété et celle inscrite au nouveau rôle d'évaluation 2019-2021. L'ancienne évaluation indiquait la valeur de votre propriété au 1er juillet 2014, alors que la nouvelle indique sa valeur au 1er juillet 2017. 3 ans se sont donc écoulés entre ces deux indications de valeur, 3 ans où le marché immobilier a continué de croître. On l'a vu de par le résultat. Et il y a des secteurs, on l'a vu avec la rue Saint-Jean-Baptiste, qui a des variations plus importantes que d'autres secteurs. Les valeurs inscrites au nouveau rôle d'évaluation 2019-2021 en sont le reflet. On a parlé tout à l'heure de la proportion médiane, je ne lirai pas au complet, donc le rôle d'évaluation qui est déposé représente 100% de la valeur marchande. Et ce qui est possible, c'est que lorsque les gens vont recevoir leur compte de taxes, ils vont dire moi, je voudrais contester cette valeur-là. Donc, ce que les gens doivent se demander, 1er juillet 2017, est-ce que la valeur de mon immeuble correspondait bien à celle inscrite sur cet avis? On ne parle pas de la valeur d'aujourd'hui. Lorsqu'ils vont recevoir le compte de taxes, ça va être quelque part en janvier, février 2019. On parle de la valeur au 1er juillet 2017. Est-ce que la valeur qu'on a inscrite au rôle d'évaluation correspond au prix que ça aurait pu se vendre à ce moment-là? Autant trop bas que trop haut. Ça arrive qu'on a des demandes de révision à la hausse. Je dirais pas souvent, mais ça arrive. Donc, avant de déposer une demande de révision formelle, nous suggérons de contacter le service d'évaluation de la MRC pour obtenir plus d'informations ou encore pour fixer une rencontre avec l'évaluateur. Par la suite, si vous croyez que votre évaluation n'est pas conforme à la valeur marchande, après explication, vous pourrez faire une demande de révision avant le 1er mai 2019. Ça se fait sur un formulaire obligatoire et il y a un montant d'argent qui doit être déposé en même temps qui correspond à la valeur de votre propriété. C'est la première tranche, si je me souviens, c'est 40 $. Ensuite, ça c'est jusqu'à 100 000 $. Ensuite, 60 $. Je n'ai pas tous les montants en tête, là. Et après cette étape, vous disposez d'un recours devant le tribunal administratif du Québec si la réponse est toujours défavorable. En fait, ce qu'on vous suggère, c'est la première chose, si vous recevez votre compte de taxes, que la valeur, vous pensez que ça ne correspond pas à la valeur marchande de propriété, appelez au service d'évaluation. On va regarder la valeur de votre propriété, on va regarder votre dossier. S'il y a on pense qu'à la suite de l'analyse, qu'effectivement, il y aurait pu y avoir des petites corrections pour toutes sortes de raisons. Des fois, on visite une propriété, il peut y avoir un vice qu'on n'a pas constaté lors de notre visite et qui peut affecter la valeur de la propriété. À ce moment-là, on peut réviser la valeur de la propriété à la baisse. À ce moment-là, on peut faire une correction et on le fait par correction d'office. Ça ne coûte rien. Et si on n'est pas en mesure de le faire, d'après l'analyse qu'on a refait de la propriété, on pense que la valeur est toujours bonne, à ce moment-là, on va vous dire l'étape suivante, c'est de faire une demande de révision. Donc, c'est les étapes à faire et il y a une réponse qui va être transmise avant le 1er septembre 2019 dans le cas d'une demande de révision. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions?
C'est clair, je pense. C'est clair? Bien, Oui. il reste à vous remercier, M. Lavoie. Ça me fait et plaisir. Mme Gervais, de votre présentation. Je pense que vous avez été clair aussi pour la partie de demande de révision. Évidemment, on va pouvoir aussi donner de l'information aux citoyens. Comme le document que vous venez de nous faire part, on va aussi le transmettre aux citoyens avec le compte de taxes probablement lorsque ça se fera au mois de février 2019. D'accord. On va vous remettre une copie des documents sans coquille. Avec la magnifique carte que vous avez vue à l'écran, que vous pourrez en disposer comme vous voudrez. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. beaucoup. Ça vous va? On continue notre ordre du jour. Donc, 7.5, club de motoneige du Fjord, demande d'aide financière. Là, je vais vous demander d'y aller parce que j'ai comme perdu mon Donc, on a dans le fond le club de motoneige du Fjord qui nous demande une aide financière de... Donc, on a le club de motoneige du Fjord qui nous demande une aide financière de 6 500. Donc, comme on est en train là, de préparer le budget 2019, donc c'est la même situation là, que la Corporation Rivière-Saint-Jean. Donc, c'est qu'on va considérer là, ces éléments-là lors de la préparation du budget. Excellent, merci. Bonjour, merci. 7.6, M. Marc Pelletier, offre d'achat du terrain numéro 6. Pardon. Ça, c'est dans le secteur du Mont-Édouard. Ce que je veux vous mentionner, je vais être obligé de sauter quelques pages, je m'en excuse. On a eu une offre, et l'offre qu'on a eue nous semble insuffisante par rapport à l'ensemble des terrains qui ont été vendus dans le secteur. Alors moi, je vous recommanderais peut-être de mandater le directeur général à discuter avec la personne qui a fait cette offre pour pouvoir lui donner un petit peu l'ordre de grandeur de la valeur que l'on souhaiterait obtenir. Donc, tout simplement, ce serait pour mandater M. Desbiens. Je le Pour propose. faire les démarches. Proposé par M. Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 7.7, congrès de la FQM 2017, élu mandaté. Ça fait drôle de parler du congrès de 2019 alors qu'on vient juste de terminer le congrès. Pardon. C'est tout simplement qu'il faut faire des réservations dans les hôtels. Et évidemment, c'est la MRC qui fait ces réservations-là. Donc, à chaque année, en fait, évidemment, il y a 2 conseillers plus le maire qui assistent au congrès. Le maire, comme moi, pour le maire, les dépenses sont payées entièrement par la MRC. Les conseillers, bien évidemment, les 2 conseillers, c'est payé par la municipalité. Donc, on va tout simplement, pardon, je demanderai une résolution pour, sans nommer les personnes, au moins indiquer que, comme par les années passées, on va mandater 2 personnes. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. 7.8, avis de renouvellement d'imposition de réserve foncière pour une partie d'un immeuble appartenant à M. Sylvain Boudreau et Mme Anne Boudreau, concernant une partie de leur terrain situé sur les lots 7A, 7B, 8A, 8B, 9B, canton de Saint-Jean, circonscription de foncière de Chicoutimi. C'est un grand titre, mais tout simplement pour vous dire que dans le cadre du dossier du traitement des eaux usées, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on avait pris des réserves aussi pour l'achat de terrain dans le secteur plus vers le camping, disons ça comme ça pour le moment. Et évidemment, il y a le lot de M. Boudreau, M. Sylvain Boudreau et Mme Anne Boudreau. Ce qu'on va réserver présentement, c'est uniquement un chemin d'accès. Le chemin est vraiment tout loti, il est tout arpenté, on sait exactement où va se situer le chemin. Alors, c'est ce je vous demande de renouveler cette réserve foncière pour 2 ans, parce qu'on sait que notre dossier n'est pas finalisé.
même si on a quand même des bonnes indications où vont être situés aussi les états aérés, parce que ça va être l'autre point d'après. Donc, ce qui veut dire qu'on libère l'ensemble des terrains, mais qu'on garde juste la réserve Uniquement sur le chemin. Pour le chemin. Parfait. En fait, on veut devenir propriétaire de la partie qui va être le chemin, parce que toute la tuyauterie, en fait, tous les conduits vont être installés dans cette partie-là. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Le point 7.9, c'est la même chose, mais c'est pour les terrains de M. Maurice Wood et Mme Marina Lavoie. C'est sur les lots 7A, 8A et 9A, pardon, canton Saint-Jean, toujours dans la circonscription foncière de Chicoutimi. Alors, pour la partie de M. Wood et de Mme Lavoie, c'est vraiment plus à cet endroit-là que les bassins d'aération vont être installés. Et évidemment, c'est presque la totalité du lot, là, presque, c'est quand même une grande superficie, qu'on réserve encore pour 2 ans. On espère, en tout cas, parce qu'on se doit de prendre une réserve pour pas qu'il y ait de transactions, pour que s'il y a des transactions, que ça n'influe pas la valeur comme telle des terrains au moment où on prend cette réserve. Est-ce que c'est bon? Proposé par M. Victor Boudreau. J'appuie. Appuyé par M. Richard Perron. On serait rendu au point 8 dans les travaux publics. Alors, on aurait la nomination de M. Jérôme Durocher au poste de directeur des travaux publics et inspecteur municipal. M. Desbiens. Oui, donc on s'est fait un comité. Il y avait M. Victor Boudreau, il y avait moi, M. le maire ainsi qu'une consultante externe, Mme Danielle Lemay. Donc, on a fait un affichage à l'interne. Donc, on a eu la candidature de M. Jérôme Durocher qui était adjoint aux travaux publics. Et suite à l'entrevue et suite aussi au test psychométrique, donc le comité a unanimement conseil au conseil municipal l'embauche de M. Jérôme Durocher et sa nomination là, comme directeur des travaux publics et inspecteur municipal de la municipalité. Je la propose. Alors, proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnet. Alors, M. Durocher est avec nous ce soir dans l'assistance. Bravo. Félicitations. Au point 8.2, installation de compteurs d'eau, M. le directeur général. Oui, alors si on se souvient bien, au mois de septembre, on a eu une présentation de la part de M. Durocher, justement, relativement au fait que le ministère avait demandé à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean d'installer des compteurs d'eau. On avait jusqu'au mois de septembre 2018 pour en faire l'installation. Donc, on ne les avait pas fait à cette date-là. Donc, on a négocié avec le ministère pour regarder un peu là, un certain délai là, dans lequel on pourrait procéder à cette installation-là. Et suite à nos discussions avec le ministère, eux nous demandent que d'ici le 1er septembre 2019, comme municipalité, on s'engage, et je l'ai lu un peu ici, à prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget municipal, transmettre au ministère un échéancier qui va inclure la soumission de l'appel d'offres, octroi de contrat et calendrier mensuel d'installation des compteurs. Donc, autrement dit, ce qu'ils veulent avoir, c'est une assurance au niveau du conseil municipal, comme quoi on va être capable de leur donner un échéancier dans lequel on va faire l'installation et qu'on a commencé là, les procédures là, relativement au niveau des appels d'offres et autres. Ça va? Oui. C'est clair? Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition. Je propose. M. Richard Perron, appuyé l'appuyer, par moi. M. Yvan Côté. Au point 8.3, Achini Incorporé versus avis juridique, M. Desbiens. Oui, donc, dans le fond, là, c'est la situation là, d'une résidence qui Qui est situé au Mont-Édouard. Oui, c'est ça, qui est situé au Mont-Édouard. Donc, dans le fond, ils ont un revêtement là, de tôle quand on demandait un revêtement de Canexel et ils ont un toit plat quand on demandait un toit en pente. Donc, on avait déjà fait une mise en demeure relativement à la compagnie là, qui détient l'immeuble pour leur demander de faire les modifications en respect de la réglementation. Et on a discuté avec notre conseiller juridique externe
Et eux conseillent, je dis souvent ça, conseil au conseil municipal, de faire entente avec les propriétaires pour donner une durée de temps dans laquelle on leur demande de faire les travaux et de se conformer à la réglementation municipale. Ils ont déjà commencé là, au niveau du revêtement, donc on parle davantage là, au niveau du toit, là, donc transformer le toit plat en toit en pente. Donc, c'est simplement pour mandater l'administration municipale pour rédiger une entente à signer avec les propriétaires, où est-ce qu'on va mettre un délai de temps, puis on va dire, ben, on vous donne jusqu'à cette date-là pour vous conformer. Sinon, ben, clairement, on va prendre des mesures juridiques additionnelles là, pour faire respecter la réglementation. Est-ce que ça vous va? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Démission de Mme Nancy Lachance. En fait, c'est une recommandation du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur... Oui, donc c'est simplement une membre du CCU qui a donné sa démission là, au niveau du comité. Donc, le CCU recommande d'accepter la démission là, de Mme Nancy Lachance. Et par la même occasion, on invite la population, là, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie du comité consultatif d'urbanisme, vous êtes les bienvenus là, pour déposer vos candidatures à la municipalité. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de la démission de Mme Lachance? Proposez bien. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. Peut-être qu'il serait bon, si vous me permettez, de faire une lettre de remerciement. Madame, Oui, tout à fait. Madame Lachance a quand même été en poste dans tout près de 6 années. Puis elle donnait un bon service, donc ce serait intéressant. Puis s'il y a quelqu'un, donc un poste à combler, s'il y a quelqu'un intéressé à la maison, donc vous êtes le bienvenu, ou la bienvenue. Okay, donc vous en faites une proposition, en fait Un avis de motion ouais. pour une lettre de remerciement. Oui. Tout à fait. C'est tout à fait approprié. Merci, M. Thibault. 8.5, demande de l'installation d'un toit de tôle concernant la construction d'un chalet sur le terrain numéro 24, développement du Mont-Édouard. En fait, on a eu une demande pour le terrain 24, mais il y a aussi d'autres terrains, je pense, M. Thibault. C'est 24, 25 et 26, si ma mémoire est bonne. Oui, il y a 42. Donc, il y a 42 bien plus loin. Oui. Mais si on traite ces trois terrains-là, parce qu'on s'est-à-dire, oui, on a eu une demande pour le terrain 24, mais moi, on avait demandé au CCU de se pencher sur les trois propriétés parce qu'ils sont quand même dans un même secteur. Effectivement. Donc, ce sont des terrains qui, habituellement, seraient plus du côté de la rue du Bas. Non pas sur Vébron, mais plus la Canour. Et puis, l'aménagement de ces terrains-là est très difficile. Donc, les promoteurs ont demandé de se construire plutôt dans la partie arrière du terrain, si on peut le dire ainsi. Et puis, on s'est rencontrés à 2 reprises, le comité d'urbanisme, pour aller analyser la situation. Il ne faut pas oublier qu'il y a un PIA dans le secteur. On doit répondre à certaines règles. Et puis, normalement, comme M. Desbiens le mentionnait tout à l'heure, les toits de tôle ne sont pas permis. Mais étant donné que les terrains sont quand même situés à l'arrière, ils ne sont pas visibles de la rue de Vébron, donc le comité d'urbanisme accepterait en lot que pour les 3 constructions des terrains situés à l'arrière, que la toiture soit en tôle. Pour accepter on s'entend qu'il faut que les 3 propriétés, 24, 25, 26, que les toitures soient en tôle, en métal. Oui. OK. C'est la recommandation du CCU. C'est la recommandation du CCU. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez fait la proposition? Je vais le proposer. Vous faites la proposition, M. Thibault, appuyé par? Appuyé par M. Richard Perron. On s'entend que, évidemment, c'est une particularité, là. Puis aussi, il y avait déjà une propriété avec une toiture métallique juste en face aussi. Exactement. Donc, l'histoire est quand même assez longue. Puis dans les terrains adjacents, il y a un terrain un peu plus loin où il y a déjà une construction qui a un toit de tôle. La demande qui avait été faite, c'était pour une construction agro-environnementale avec certification LEED. Et puis, c'est la raison pour laquelle on avait accepté que la toiture soit en tôle. Et puis, comme il y a un terrain quand même, puis il est situé à l'arrière aussi, en retrait un peu, donc les autres constructions vont venir se placer de façon adjacente, un peu vis-à-vis, comme je pourrais utiliser l'expression. Donc, c'est la raison pour laquelle on est allé à l'acceptation de...
qui est à recommander. Excellent. Non, pas de questions. Après, il y a une période À la de fin. questions. À la fin. fin. C'est bon? Donc, c'est accepté. Ça va? On serait rendu au point 9, urbanisme 9.1, 93, 73, 91, 59 Québécois. Moi, M. Patrice Lavoie, ça des biens? Oui, donc dans le fond, c'est une demande de M. Patrice Lavoie parce qu'il nous expliquait dans le fond qu'au niveau de sa propriété, son terrain était peu profond. Donc, il y avait de la difficulté à installer une fosse septique là, en respect des marges là, qui sont demandées par la municipalité. OK. Donc, la municipalité demande des marges de 6 mètres et au niveau du CCU, on serait prêt à accepter une marge de 5,4 mètres au lieu de 6 pour lui permettre de faire l'installation de la fosse septique. Alors, c'était une recommandation également du CCU. Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition, Je propose. proposée par M. Richard Perron, appuyée par M. Victor Boudreau. 9.2, demande de permis de construction, habitation, bois concept, terrain numéro 42. Le terrain numéro 42, c'est situé sur la rue de Vébron. Alors, monsieur, est-ce qu'on a une recommandation du CCU Oui, également? dans ce cas-ci, le CCU s'est penché sur la question et le comité a analysé le fait que les autres constructions adjacentes, dont les voisins, se sont conformés au PIA, c'est-à-dire qu'ils ont des toitures faites avec ce qu'on peut appeler communément du bardeau d'asphalte, Oui. qui était prévu dans le PIA d'origine. Alors, la recommandation, c'est d'accepter la construction avec du bardeau d'asphalte sur la À toiture. condition que À ce soit condition que ce soit d'asphalte, bardeau pour d'asphalte. qu'il y ait une continuité. Pour en qu'il y ait fait. une harmonie, puis pour éviter qu'il y ait des préjudices envers les voisins et les constructions qui se sont conformées à ce Parfait. moment-là. Ouais. Alors, vous en faites la Proposer. proposition, appuyée par M. Moi, l'appuyer. Côté. Au point 9.3, demande de dérogation mineure de Mme Isabelle Boutillier. C'est pour des maisons cool box dans le secteur Boisé-Saint-Jean. On avait déjà accepté, en fait, que dans ce secteur-là, pour la partie de la rue, c'est la rue... Du Boisé. C'est-tu la rue Boisé. de Boisé-Saint-Jean? On avait accepté qu'avoir des toits plats dans ce secteur-là pour environ 10 terrains. C'est ça. Alors, ce qu'on a comme demande se situe à cet endroit-là, mais il faut adopter pour chacune des constructions une dérogation. Même si on a accepté que ce soit quand même des maisons là, à toit plat dans toute cette rue-là, il faut l'accepter à chaque fois. Donc, je demanderai une proposition pour Je le propose. proposée par M. Nicette Gagné, appuyée par M. Éric Thibault. Sécurité publique, on n'a pas de sujet. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, démarche de consultation et de concertation avec les acteurs locaux sur le développement touristique. Alors, est-ce que, M. Perron, vous voulez nous en faire part? Vous êtes le président du comité touristique. Absolument. Donc, la démarche de consultation, de concertation avec les acteurs locaux sur le développement touristique, c'est une démarche qu'on a entreprise là, avec un comité restreint. Il y a déjà un exercice qui a été fait pour regarder au niveau du développement touristique comment est-ce qu'on veut se positionner pour les prochaines années. Donc, il y a 8 points qui ont ressorti de cette démarche-là, qui sont le marketing et la promotion, la politique et la réglementation, le comité touristique en tant que tel, le fonctionnement, etc., les attraits touristiques qu'il y a à l'Anse-Saint-Jean, les ressources humaines, donc la main-d'œuvre, le partenariat et le réseautage, l'écologie et le développement durable, et naturellement les infrastructures au niveau du tourisme. Donc, la démarche va se poursuivre jeudi cette semaine, le 8 novembre, et j'en profite pour inviter tous les acteurs dans le domaine touristique, donc tous les hébergeurs, les restaurants, les épiceries, pharmacies, toutes les entreprises, en fait, qui gravitent à l'Anse-Saint-Jean. On sait que toutes les entreprises sont des acteurs importants au niveau touristique. Souvent, ces gens-là vont répondre aux touristes à longueur d'année et principalement en été. Donc, j'invite les gens là, le 8 novembre, jeudi, à 19h au restaurant chez Montagnier, à venir participer à la poursuite de la démarche. Donc, on a besoin de l'opinion des acteurs du tourisme pour se positionner, parce qu'on sait qu'il y a une augmentation d'année en année au niveau de
de l'accueil des touristes, des touristes qui viennent ici à l'Anse-Saint-Jean et dans le Bas-Saguenay aussi. Il y a une augmentation, donc il faut regarder pour mieux se positionner, puis se préparer aussi à recevoir plus de touristes, et peut-être moins aussi, on ne sait pas, ça dépend des situations économiques. J'ajouterais peut-être que, en fait, il y a un certain nombre d'enjeux auxquels on doit faire face avec cette augmentation du tourisme. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est important de se positionner et de voir comment aussi on voit le développement de ce niveau-là pour les 5 prochaines années ou les 3 prochaines années. Commençons par 3 ans, puis après ça, on verra. Mais ceci dit, quand on regarde cette année, moi, j'estime qu'on a eu une augmentation quand même assez substantielle au niveau de l'achalandage touristique pour l'été qu'on vient de passer. Alors, évidemment, ça occasionne toutes sortes de problématiques, mais ça occasionne aussi toutes sortes de belles choses. Donc, il faut voir aussi comment on va réagir ou comment on va travailler pour justement être en mesure de bien accueillir ces touristes-là et de bien aussi donner les services auxquels ils sont en droit de recevoir. Je le dis souvent, on a ici la possibilité d'accueillir au moins 800 personnes par soir pendant la période estivale. Et même plus. Ouais. Et même plus. Alors, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même beaucoup. Puis il y a des soirs où on dit que c'est complet. Donc, c'est un beau problème. Et on a, je pense, une belle industrie qu'il faut continuer de développer et de travailler pour que ça se développe de façon, je dirais, concertée avec le milieu, et de façon harmonieuse aussi, pour que ce soit profitable pour l'ensemble de la population de l'Anse-Saint-Jean. Alors, on a pour ça, évidemment, demandé les services d'une personne ressource, qui est M. Alain Héroux. M. Héroux, je pense que c'est une personne qui est connue, il n'est pas ici ce soir, mais il est souvent avec nous. C'est un professeur d'université qui a un doctorat, même de ça, je ne vous dirai pas dans quel domaine, mais je pense que en sociologie, je vais dire des faussetés, donc je vais m'arrêter là. Et c'est quelqu'un qui nous a aidés aussi dans le passé, lorsqu'on a fait une consultation publique sur qu'on a intitulé Ensemble sur l'avenir de l'Anse. Alors évidemment, c'est quelqu'un, je pense, qui demeure ici à l'Anse-Saint-Jean, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et évidemment qui nous a proposé ses services. On lui a demandé de nous proposer ses services, et il nous a parlé d'un montant forfaitaire de 10 000 qui serait échelonné, en fait, sur une partie en 2018 et la majorité pour 2019. Alors, si vous êtes d'accord, ça serait justement pour donner ce mandat à M. Si vous me permettez, pour terminer, la démarche va quand même s'échelonner sur plusieurs mois. Là, que c'est commencé, puis ça va s'échelonner jusqu'en avril-mai pour après ça se positionner. Donc, il va y avoir des consultations auprès des acteurs de l'industrie et auprès de la population aussi. Tout à fait. Alors, vous en faites la proposition, M. Oui, j'en fais la proposition. Proposée par M. Perron, appuyée par M. Anicette Gagné. 11.2, appel de projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alors, je demanderai à M. Desbiens, notre directeur général, de nous présenter ce sujet. Oui, alors, c'est pour mandater notre directeur du développement à déposer un projet au MELS. Dans le fond, là, c'est pour donner un coup de main là, dans la revitalisation de certains sentiers. On parle d'un sentier au niveau du Mont-Édouard et on parle aussi là, du sentier Le Belvédère du Mille qu'on a là, proche du camping. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est pour mandater notre directeur du développement à déposer une demande dans le cadre de ce projet-là. Ensuite, on a autorisé aussi la municipalité de l'Anse-Saint-Jean à payer sa part des coûts admissibles qui vont être déterminés en fonction du budget là, si le projet est accepté. Et ensuite, là, autoriser là, M. le maire et moi-même là, à signer là, les ententes au nom de la municipalité. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, autorisation et permission d'installation de panneaux culturaux patrimoine, périmètre de l'Anse-Saint-Jean. M. Desbiens? Oui, alors, dans le fond, c'est un programme là, dont on a eu l'autorisation pour installer des panneaux patrimoniaux là, qui viennent indiquer là, certaines portions historiques ou particulières au niveau de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Et cette résolution-là vient autoriser les endroits où est-ce qu'on va venir installer les panneaux.
Donc, on parle du quai municipal sous l'enseigne de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Après ça, l'arrondissement religieux à l'entrée principale du presbytère. Ensuite, le bureau d'information touristique municipale près de la rivière Saint-Jean. Et ensuite, on parle sanctuaire de la Zec-Saumon sur la nouvelle palissade d'observation. Ça va? Oui. Moi, je prends à faire la proposition. Toutefois, lorsqu'on parle du quai municipal sous l'enseigne de la municipalité de Lens-Saint-Jean, M. Desbiens, on veut dire quoi? Parce que je suis allé voir avec M. Larouche. Oui. Et c'est sous l'enseigne de la municipalité qui fait partie des plus beaux villages du Québec. OK, ben, c'est peut-être juste c'est- une erreur dans la Pour dénomination. ceux qui du signe. connaissent l'endroit, là, c'est après la bâtisse qui abrite les toilettes. OK, ben, c'est sur le quai municipal. C'est ça. Là, c'est marqué sous l'enseigne de la municipalité de Lens-Saint-Jean, au pire, on fera C'est juste ça. la petite Alors, il faut correction. être précis là-dessus. D'accord? Quelqu'un a fait la proposition? Moi, j'en fais la J'en proposition. fais la proposition. M. Gagné, appuyé par On l'appuie. M. Yvan Côté. 11.4, grand défi Pierre Lavoie. Je pense que M. Lavoie a tellement apprécié l'an passé son passage ici à Lens-Saint-Jean qu'il nous a fait une demande renouvelée pour l'année 2019. Alors, on nous demande de revenir avec les cyclistes, probablement les 1000 cyclistes encore, c'est ça, qui veulent revenir à Lens-Saint-Jean. Je me demandais, M. Gagné, je sais que vous avez rencontré les représentants du Grand Défi la semaine dernière, oui. Alors, c'est prise 2. Hein? On a eu du succès, donc ils veulent revenir. Alors, le Grand Défi, cette année, part de la baie, vient à Lens-Saint-Jean, puis s'en va vers Charlevoix. Alors, comme ça a été un succès l'an passé, il avait fait un détour par ici, puis il retournait vers Jonquière le même soir. Alors, cette fois-ci, ils vont arrêter probablement encore les 1000 cyclistes, d'après José Vincent qu'on a rencontré la semaine dernière. Et bien sûr, on a nommé des personnes qui vont faire partie du comité qui sont sensiblement les mêmes que l'an passé. Yvan Côté, Éric Thibault, Bernard Larouche, Jonathan Desbiens et Mesdames Chloé Bonnette et Lisanne Boily, auxquelles je m'ajoute. Et nous aurons à travailler avec deux ou trois personnes du Grand Défi Pierre Lavoie. Et nous, idéalement, ce que l'on souhaite, c'est que ce soit au même endroit que l'an passé, donc en face du camping municipal. Alors, c'est la résolution qu'on devrait passer ce soir. Et nous sommes, je pense, honorés de recevoir le Grand Défi Pierre Lavoie pour une deuxième année. On ne pensait pas de revivre ça en dedans de quelques années, mais 2 années consécutives, et voilà, on est là pour les accueillir. Alors, monsieur le maire, je serais prêt à faire la proposition de cette résolution. Alors, je pense que c'est un bel honneur qu'on nous fait. Alors, vous avez fait la proposition, M. Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Alors, donc, évidemment, ça prenait une résolution pour le Grand Défi pour démontrer notre volonté de bien les recevoir. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, au point 12, il n'y a pas de point variant, il n'y a pas de sujet. On s'est rendu au rapport des comités et informations. Je commencerai par M. Victor. Si vous avez des sujets, oui, vous parler des aînés. Je vais parler des critères d'admissibilité aux aînés de Lens. Vous en avez déjà parlé. J'en ai parlé le mois passé, mais là, je vais être plus précis exactement s'il y en a. Tout le monde peut donner son nom aux aînés de Lens, mais les critères principaux pour avoir droit, mettons que vous donnez votre nom, là, c'est les revenus, la première des choses. L'ancienneté de la demande, c'est 2 points par année. Mettons que vous l'avez demandé l'an passé, vous avez 2 points. Avec cette année, ça va faire 2 points de plus, ça va faire 4 points. Mais ça arrête à 6 points. Même si ça fait 4 ans, vous allez avoir juste 6 points que ça va vous donner. Puis vous avez le 3e point, c'est le facteur socio-psycho-santé. Ça veut dire que lorsque vous faites une demande, normalement, là, vous avez un certain âge, vous avez de la difficulté, mettons, à vous déplacer un peu, vous arrivez avec un papier du médecin, vous donnez ça au comité lorsque vous remplissez la demande, puis là, le comité prend ça en charge. Ça dépend du manque de mobilité. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 points. Tout le monde est classé égal. Il n'y a pas de parti pris, puis il n'y a personne qui va rentrer avec un autre. C'est les critères.
Puis ces critères-là, s'il y a des personnes qui veulent aller voir sur le site, il y en a sur le site de SHQ, sur Internet, même si, mettons, nos parents ne peuvent pas y aller, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Aujourd'hui, presque tout le monde va sur Internet. Le comité de sélection est composé du président du CA, 3 membres du comité, incluant un représentant des résidents, et ensuite la directrice de la SAE, c'est celle-là qui s'occupe de ceux-là qui s'occupent des personnes âgées, nos travailleurs... Service d'aide familiale. familiale. C'est ça. C'est ça que j'avais à vous dire pour le résident. Puis, n'oubliez pas, puis là, je vais parler à mon comité, puis si on faudra envoyer quelque chose, mettons, sur l'entre-nous, pour spécifier les critères exacts, que le monde s'en rappelle, parce qu'il y en a qui disent « Ah, elle a été prise, moi, j'ai pas été pris. » Puis tout le monde voudrait venir à l'habitat, parce que quand c'est notre place, c'est sûr que c'est tannant si on allait à l'extérieur. On est toujours mieux de vieillir avec notre monde qu'avec du monde étranger. J'ai un autre point, c'est que je voudrais parler de ceux-là qui m'ont appelé pour les chemins de gravelle. Vous savez qu'on a eu un peu de difficultés. On a eu du gel de bonheur cette année. D'habitude, on envoie le gradeur la dernière semaine d'octobre, c'est pas gelé. Mais cette année, à partir du 20 octobre, c'était gelé. Donc, le monde a appelé la semaine passée, que le chemin était vilain, c'était pas passable. On pouvait pas envoyer le gradeur, c'était gelé. Mais là, on l'a envoyé aujourd'hui. En fin de semaine, samedi, il n'y a plus. Dimanche, ça a dégelé. Fait qu'aujourd'hui, on a fait presque tous les chemins de gravelle. Il y en reste un, puis il va le faire demain. Fait que j'espère que ça va satisfaire le monde qui sont sur le chemin de gravelle. Merci, M. Tom. Effectivement, nos chemins, mais évidemment, quand c'est gelé, on peut malheureusement pas passer le gradeur. Mais là, on va prendre cette fenêtre-là parce que ça devrait rafraîchir bientôt. Monsieur Perron, est-ce que vous avez des points? Ça va? Non, on a j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Monsieur Thibault, c'est la même chose, OK. Monsieur Gagné, est-ce que vous avez des sujets à nous Moi, faire j'ai part? parlé du grand défi, Pierre Lavoie. Je rappelle aux organismes que nous avons annoncé le 18 novembre, c'est le brunch des bénévoles. On a invité tous les organismes, les présidents d'organismes, à être présents. Ça va se passer au restaurant Le Montagnier cette année, parce que la saison de ski va être commencée au Mont-Édouard. Ça fait qu'on a décidé de faire ça là-bas, au restaurant Montagnier. On invite les organismes à répondre, ceux qui n'ont pas répondu. Il y en a plusieurs qui ont répondu. On invite les présidents, présidentes, accompagnés de 3 bénévoles pour ce brunch des bénévoles, cette réception, le 18 novembre, qui va avoir lieu à 11 h. C'est un rappel. Alors, ceux qui auront oublié de répondre, je vous invite à répondre aux organisateurs. Il y a Anne Tremblay qui est dans l'organisation, Lisanne Boily et bien sûr moi qui suis dans l'organisation pour ce brunch des bénévoles. Voilà, merci. Merci beaucoup. Madame Chloé Bonnette? Oui, bien, moi, ça va être assez bref. Simplement pour vous dire que j'ai participé à deux rencontres à Alma dans le dernier mois. Une du Carrefour Action municipale et famille, où on était une quarantaine de municipalités représentées pour parler des dossiers famille, MADA et municipalité Amis des enfants. Donc, c'est un peu un topo là, de ce que le Carrefour peut offrir au niveau du soutien aux municipalités, mais c'est aussi un moment d'échange où on peut voir tout ce qui se fait un peu ailleurs et voir comment on peut, dans nos décisions qu'on prend autour de la table ici, toujours avoir en tête les familles, parce que ce soit les aînés, les jeunes enfants ou les personnes seules, les services qu'on offre comme municipalité, ça doit s'adresser, ça doit avoir une vision pour la famille. Donc, et on a constaté autour de cette table-là, j'ai assisté avec la présidente du comité famille, Mme Elisabeth Boily, que la majeure partie des gens qui étaient à cette rencontre-là, c'était des femmes. Alors, on voit bien que les femmes sont souvent soumises, sont souvent porteurs des dossiers famille, aînés et enfants. Et ce qui m'amène à ma deuxième présence lors du dévoilement d'une étude sur la gouvernance équitable. Donc, la table de concertation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean déposait au mois d'octobre une analyse comparative entre les sexes au niveau de la politique.
Donc, on a évidemment encore un très grand déficit au niveau des femmes en politique. Donc, j'en suis un peu l'exemple autour de cette table, à peu près 12 %. Mais honnêtement, c'est ça, ils proposent différentes restructurations, différentes mesures que le gouvernement pourrait prendre en place, des programmes pour encourager la participation des femmes, mais également d'autres avenues là, qui pourraient. Donc, j'invite toutes les femmes qui auraient envie de savoir comment ça se passe en politique de m'appeler ou venir me voir. Ça me fait plaisir d'en discuter. Merci beaucoup, Mme Bonnette. Monsieur Côté, vous avez aussi, vous voulez nous parler de la pêche blanche? Oui, parce qu'on a commencé à avoir des téléphones un peu pour la pêche blanche. Il va y avoir une pêche blanche sur Saguenay cet hiver? Oui, on va peut-être avoir une pêche blanche. Là. On est en train là, on est allé en soumission pour le grattage. Fait que là, on va sûrement faire une réunion, une année spéciale. Là, on n'a pas la date encore, mais on va mettre ça en place. Après ça, il y aurait pour la ZEC truite aussi. Oui. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui m'appellent aussi parce qu'on est censé de restructurer nous de la ZEC, le territoire de la ZEC, puis il y en a qui disent il va y avoir une rencontre, là, tu sais, peut dire qu'ils appellent ça le comité original, parce que le ministère nous demande nous, de libérer du territoire. Là, on va étudier tout le territoire, puis on va libérer, puis il va y avoir une rencontre sous peu, mais on n'a pas décidé encore les dates. Qu'est-ce que je peux En fait, quand vous dites libérer du territoire, c'est répartir toute la... Oui, ben c'est ça, toute la structure un peu. Ceux qui ont trop grand de territoire, on va rapetisser les territoires, on va libérer des secteurs, parce que là, on a des téléphones, là, que tu sais, ça veut rentrer sur la ZEC pour venir à la chasse. On a de la place encore. Il faut faire un genre de remaniement de territoire. Donc, on va le faire. Excellent, merci beaucoup. Merci. On s'est rendu à la période de questions au point 14. Alors, j'invite les personnes qui ont des questions de se présenter ici à l'avant au micro et de se nommer. Et évidemment, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Bonjour, moi c'est Richard Claveau. Oui. Je prévois faire une construction encore là, sur le 42. C'est moi qui... avec l'habitation du fjord. Pas du fjord, mais Bois Concept. Puis c'est encore l'histoire de la tour. Si on va dans tous les centres de ski au Québec, les grands centres de ski, il y a de la tour, il y a du bardeau d'asphalte. Parce que les chalets ne sont pas habités à l'année. Tu vois là les fins de semaine puis tout ça. Puis il y a beaucoup de grosses accumulations de neige. Tandis qu'avec de la tour, ben ça glisse toute seule, puis tu n'as pas besoin de déneiger tes toits. Puis en plus, c'est recyclable à 100 le bardeau d'asphalte, après 25 ans, il est fini, ça fait de la pollution, ça fait n'importe quoi. Moi, c'est ça. Bien, nous, je veux juste revenir là-dessus. Là, on a pris une décision tout à l'heure. C'est sûr qu'on va maintenir la décision pour une question d'uniformité. Puis en plus, bien, il y a un PIA. On a demandé au CCU de se pencher sur la question. On est même revenu sur la décision en ce qui concerne les trois bâtiments là, sur les terrains 24, 25 et 26, comme on l'a dit tout à l'heure, pour des considérations qu'on a mentionnées que je ne vais pas reprendre. Mais dans le cas de la rue de Vébron, on maintient que c'est du bardeau d'asphalte. Bon. Je vous dirais, quand vous parlez d'accumulation dans ce secteur-là, avec le vent qui fait et l'orientation des vents, il n'y a pas beaucoup d'accumulation. Ben, ça, c'est encore problématique. Si on pose du bardeau, c'est ainsi, là, où est-ce qu'il va se ramasser, tu sais? Ben, il y en a qui en posent en hiver, monsieur. Moi, je l'ai vu. Regarde, tous ceux-là qui sont en haut, conseillé. là, tous les ans, il faut qu'ils retournent sa toiture pour reposer du bardeau. Tous les bardeaux qu'ils déposent l'hiver. C'est vraiment problématique, ben, ça. Je pense que, monsieur, on a accepté, comme je vous dis tantôt, là, 3 bâtiments avec de la tour pour des raisons qu'on a mentionnées. Je pense qu'on a fait une petite écart par rapport au PIA, mais en ce qui concerne le reste, on va maintenir notre orientation. C'est bien, merci. Merci. D'autres questions? On va en avoir une par Facebook. Bonjour, Patrice Lavoie. C'était un peu dans le même sens. Je ne sais pas pour faire changer les choses nécessairement ce soir, mais c'est un poids de plus à cette décision-là qui est maintenue par la municipalité.
On a droit maintenant, là, en 2018, à un produit qui est plus responsable, plus écologique, qui augmente la qualité des constructions, qui est visuellement maintenant plus chic, plus au goût du jour, etc. Je trouve que de s'en tenir à on le fait parce que les autres l'ont fait, principalement, je trouve que ce n'est pas une bonne raison. J'achète une voiture en 2018, elle n'a pas la même technologie qu'en 2017. J'ai pas de raison de m'en tenir à la technologie qu'il y avait en 2017. Parce qu'on est maintenant en 2018, c'est maintenant disponible et de meilleure qualité. Donc, je ne sais pas si je peux faire une demande. Je ne sais pas ce que vous avez fait déjà dans le passé là, au niveau de vos consultations, quoi que ce soit. Mais c'est une autre demande, une autre voie de plus à reconsidérer cette conclusion que le CCU ou PIA qui a été prise. Ouais. On a même refusé dans le secteur que vous parlez, là, des demandes qu'il y avait eu. On avait eu des demandes pour des toitures métalliques, toitures d'auto. On les a refusées et je serais bien malvenu de vous dire on va reconsidérer ça. Alors, c'est un PIA. C'est sûr que je comprends votre point de vue, là, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va devoir maintenir notre position en ce qui concerne le secteur pour les raisons que je viens de mentionner. On a déjà refusé dans le même secteur des gens qui voulaient avoir des toitures auto. Je comprends. Mon opinion ce soir, c'est que c'est une mauvaise raison. J'espérais qu'au fil du temps, on puisse... C'est votre point de vue. C'est tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me présente. Jocelyn Bouchard, Habitation Bois Concept, fondateur. J'ai relayé, je prends ça personnel, j'ai relayé à mes 2 garçons la compagnie. Je ne comprends pas non plus pourquoi on s'acharne à vouloir continuer dans le bardeau d'asphalte. Quand j'ai commencé à travailler sur la construction, je travaillais pour un constructeur. Tout ce qu'il faisait, il vivait de la construction, réparer des constructions d'asphalte. Parce qu'on sait que c'est pas bon, c'est pas durable. On est en contact avec l'université, présentement, ça fait plusieurs années. Mes garçons aussi, ils ont fait un voyage en Allemagne avec eux autres. Ils ont visité 700 bâtiments qui étaient élites, qui étaient considérés durables, avec tous des matériaux qui avaient été pris de première qualité, des matériaux qu'il faut qu'ils durent au moins 50 ans, qui est récupérable par après. Mais j'ai une construction qui a passé au feu. La tôle, je l'ai revendue. Le bardeau d'asphalte, il n'y a absolument rien à faire avec ça, c'est pas récupérable. Je comprends pas pourquoi on s'acharne. Peut-être que vous pouvez arriver et dire, au lieu de dire faut mettre du bardeau, faut mettre du bardeau, pourquoi pas inverser puis dire, au lieu de continuer de réparer avec du bardeau, pourquoi vous ne mettez pas de la tôle pour être tranquille le reste de vos jours? Je comprends pas. La tôle est non seulement galvanisée de nos jours, elle a un après dessus pour que la tôle, la peinture colle, puis en plus, c'est cuit. On ne peut pas avoir mieux que ça. Les granges qui ont 100 ans dans le champ, qui avaient du bardeau de cèdre, il y en a qui ont écrasé. Avec la tôle, tu t'occupes pas de ça, puis c'est là la vie. Là. Ouais. Mais la tôle, ça change de couleur aussi avec le temps. Oui, mais la tôle, plus elle est pâle, plus elle peut changer de couleur. On met juste la tôle foncée. Nous autres, je sais pas, on a peut-être 100 bâtiments de fête. On n'a jamais mis, moi, un client qui va me demander de mettre du bardeau. J'en mets pas, moi, je touche pas à ça. C'est pas bon. C'est pas renouvelable. C'est de la pollution. Dans le village, ici, c'est... S'il vous plaît. Pourquoi pas être innovateur et changer? Si vous voulez rénover votre tôle, votre couverture en bardeau, mettez de la tôle par-dessus. C'est pas compliqué, puis ça va être à la vie. Vous avez des conditions exceptionnelles de neige à l'Anse Saint-Jean. Vous êtes dans la place. On n'a pas les conditions des charges de toit à Montréal, puis dans Charlevoix, puis au Saguenay. C'est pas la même chose. Hein. Je prends ça personnel, parce que ça fait des années qu'on se bat pour... C'est pas croyable comment est-ce qu'on est reculé. Il y a 3 semaines, j'étais en France, j'ai été visiter des constructions qui se font en bois. C'est juste de la brique qu'il y a par là, puis c'est juste de la pierre. Ils sont pas au courant de ça, puis ils sont en avance sur nous autres. C'est pas croyable. Il faut avoir du bois pour pas l'utiliser, il faut avoir des matériaux sains pour pas s'en servir. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Oui. Vincent Gagné. Oui, M. Gagné. Moi, c'est la même chose, c'est la toiture de tôle aussi. C'est plate, hein? En fait, chez nous, j'ai une bonne toiture, j'ai une grande superficie de toit, puis j'ai des problèmes structurels à cause des quantités de neige.
Puis pour corriger, je ne pourrais pas corriger la structure du toit. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes besoins, là, mais je ne pourrais pas modifier la structure du bâtiment comme il est là actuellement. Il faudrait que je fasse des murs intérieurs puis rajouter des poutres. Avec les quantités de neige qu'on a eues ces dernières années, je ne peux pas commencer à enlever la neige à chaque année. Fait que la solution qui se présente à moi, à nous autres, c'est je voudrais faire une demande éventuellement au PIA, parce que dans notre secteur, je pense qu'on ne peut pas faire toit de tour. Rue de la Providence. Providence non plus. Non plus. Fait que là, je pense que je n'aurai pas le choix de faire une modification à ce règlement-là. On prend votre point de vue, Parfait. M. Gabriel. Merci. Est-ce que si on n'a pas d'autres questions dans l'assistance, on a une question Sur Facebook. Facebook? Oui. Donc, on a Mme Geneviève Goudreau qui demande à savoir si la municipalité va se positionner concernant la nouvelle coalition citoyenne qui vise la protection du fjord et son intégrité, qui semble sérieusement compromise avec l'implantation prévue de 2 nouveaux ports industriels aux alentours de Ville-de-la-Baie. Le trafic maritime industriel se verrait augmenter de façon exponentielle et pourrait même contribuer à la restriction des activités économiques de certaines de nos entreprises. Donc, considérant que le tourisme fait partie du principal moteur économique de la municipalité, elle croit que les citoyens apprécieraient un positionnement favorable de la municipalité à cet égard. Donc, on prend note de... Ça peut être quelque chose qui peut être discuté dans le cadre de la concertation en tourisme également, si jamais les acteurs touristiques veulent se positionner. Consultation. En consultation, voilà. Ouais, pour le moment, tout ce que je peux vous dire, on prend bonne note. C'est vrai que ça bouge du point de vue de Monette. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non. Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, M. Thibault. Merci. Merci beaucoup.